merci pour votre présence. Donc, je me présente, je suis Marwan Zahir, le directeur de Anova Pharma Consulting. Nous sommes en collaboration avec le pharmacien manager et le module de l'atelier de cet après-midi, c'est reconquérir le marché de la parapharmacie. Donc, je vais aborder un côté plus pratique sur l'atelier où ce que je vais vous montrer, c'est quel type de formation on donne pendant ce module. C'est-à-dire que ce matin, on a parlé du ticket moyen, donc c'était surtout de la stratégie, de l'explication, etc. Là, c'est vraiment pour que vous voyez, parce que la plupart du temps, je sais que vous avez assisté à beaucoup de formations, et beaucoup de formations sont redondantes, c'est tout le temps la même chose, on vous dit la structure de la peau, etc., etc. Nous, chez Anova Pharma Consulting, notre objectif, c'est vraiment d'arriver au client. Et pour arriver au client, on utilise le bras armé de la pharmacie, qui sont les collaborateurs. Donc, vous, en tant que pharmacien titulaire, vous allez être présent dans votre pharmacie. Mais malheureusement, vous ne serez jamais autant présent que 3 ou 4 personnes. Donc, l'idée, c'est que toute l'équipe soit formée. Okay? Et toute l'équipe reçoive la même formation. C'est pour ça que j'ai mis ici une opportunité pour votre pharmacie. Les pharmaciens, en général, que ce soit au Maroc, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, on a tendance à dormir sur des acquis. Un des acquis, c'est le médicament. Et donc, pendant des décennies, on a fait du médicament. Et on a oublié notre travail original du pharmacien qui est non seulement accompagner le patient avec son médicament, mais aussi sur tous les effets secondaires. Et à chaque fois, quand je donne l'information sur les techniques de vente, je dis toujours, que veut dire le mot pharmaco ? Alors, pharmaco, ça ne veut pas dire médicament. Quelle est l'origine du mot pharmaco? Non, ça c'est une dérivée. Mais le mot pharmaco, il vient de quelle langue? Du grec. Et en grec, que signifie pharmaco? Non. 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 Les médecines anciennes avaient l'habitude d'aller à l'origine du problème. Pharmaco en grec, ça veut dire poison. Donc on va vous donner un poison pour tuer la maladie. Donc automatiquement, si c'est un poison pour la maladie, ça peut être aussi un poison pour nous. D'où les effets secondaires. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est anti-médicament. Rien du tout. Moi, je suis pharmacien comme vous et je vends du médicament, je recommande du médicament. Mais si je sais que dans le mot pharmaco-pharmacie, il y a une partie qui va provoquer des effets secondaires, d'où l'intérêt de la parapharmacie. La parapharmacie, ce n'est pas uniquement vendre de la cosmétique, vendre des crèmes anti-rides, des sérums, faire des traitements anti-âge. Non. La parapharmacie, c'est tout ce qui va autour de la pharmacie. Donc ça va du cheveu jusqu'à la pointe des orteils et tout ce qu'il y a entre dans le corps. Donc ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être de la cosmétique, ça peut être de l'aromathérapie. Vous avez eu une formation ce matin avec la pharmacienne collègue à côté sur l'aromathérapie, qui est un marché qui est en plein boom au niveau international, mais au Maroc, ça reste une niche. Donc on verra ce que sont les niches. Ça reste une niche à développer. Pourquoi? Parce que comme c'est compliqué, tout le monde ne le développe pas. Parce que beaucoup restent sur les acquis. Vous avez aussi la puriculture, vous avez l'orthopédie, la population vieillit, c'est une généralité au niveau international, et donc du coup, les personnes ont des nécessités pour leur qualité de vie qui va passer par l'orthopédie. C'est vrai que l'orthopédie, je vous le concède, c'est pas très glamour. J'ai des clients qui me disent oui, mais la cosmétique c'est joli, ça fait beau sur la pharmacie. Oui, mais l'orthopédie facture plus. Quelqu'un qui contrôle très bien l'orthopédie peut faire du meilleur chiffre en termes de marge, parce que les marges sont autre chose, et en termes de fidélisation, parce que vendre un sérum, on peut tous le faire. Recommander une prothèse ou recommander une attelle ou quoi que ce soit comme ça, tout le monde ne peut pas le faire correctement. Donc du coup, le patient ou le client, ça dépend comment vous le positionnez, va être plus fidèle sur ce type de produit. Et nous avons les nouveautés qui arrivent. Donc là, au Village Innovation, je vous invite à aller au premier étage pour découvrir tout ce qui est objets connectés. Les laboratoires, tous, pas uniquement les laboratoires que vous connaissez
de pharmacie, vous avez même des géants de la technologie qui ne sont pas du tout dans le monde de la santé. Enfin, je veux dire, ils sont pas nés de la santé. Microsoft, Apple, Samsung, tous ces gens-là, Oracle, développent des solutions d'objets connectés pour la santé et pour tout ce qui est le bien-être. Alors, on vous a éteint la lumière. Donc, notre objectif, c'est de vous accompagner, vous et vos équipes, à mieux conseiller. Donc, là, c'est un morceau de la formation qu'on donne. Donc, on va apporter du contenu nouveau pour l'équipe. On va donner des données pertinentes pour qu'on puisse comprendre. Vous préférez la lumière éteinte ou allumée? Ok, non, j'ai l'impression qu'on est au cinéma, c'est pour ça. Les données pertinentes qui vont vous permettre aussi d'argumenter, et elles vont être associées à la technique de vente, parce que vendre est un art. Quand les gens me disent non, parce qu'un tel, il est bon vendeur. Non, c'est pas qu'il est bon vendeur, c'est qu'il a compris comment il doit se positionner, comment il doit se tenir, les termes qu'il doit utiliser. Et vendre un sérum ou une crème, c'est le même produit, mais on peut le vendre de plusieurs façons différentes pour plusieurs clients différents. Tout le monde n'a pas le même référentiel au moment d'écouter. Et la compréhension de la vente. Ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait la vente. Qu'est-ce que va gagner mon client? Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre les entreprises américaines et les entreprises européennes. Et pour faire simple, c'est pour ça que les entreprises américaines superforment les entreprises européennes dans beaucoup de secteurs. C'est parce que leur préoccupation initiale, avant tout projet, avant toute chose, c'est qu'est-ce que va gagner le client avec cette solution, avec ce produit, avec ce service. Leur préoccupation, c'est pas de savoir si eux, ils vont gagner de l'argent. Parce qu'ils vont gagner de l'argent, c'est garanti. Mais c'est de savoir quel est le produit le plus adapté à mon client. Et si je réponds à ses besoins, à sa nécessité, je couvre une nécessité de ce client, automatiquement, je vais avoir des retours sur les ventes. Donc, le marché. Là, je vous ai mis des données. Là, c'est des données qui sont au niveau international et au niveau du Maroc aussi. Donc, le secteur au Maroc est un secteur, je parle de la parapharmacie bien-être. Donc, ça inclut les produits capillaires, ça inclut la cosmétique, ça inclut l'aromathérapie, les produits bébés, etc., les compléments alimentaires. Là, on est sur cosmétique. Donc, la croissance, chaque année, est environ de 8%. C'est-à-dire, chaque année, elle va croître de 8%. Pour information, je ne sais pas si vous le savez, de combien était la croissance du Maroc en 2024? 36? 36, j'abandonne l'Espagne, je m'installe ici. 2,5. Ça, je pose la question parce que je vous le dis, en tant que chef d'entreprise, vous devez savoir la croissance du pays dans lequel vous exercez. Parce que vous devez savoir si cette année, vous avez fait 2,5, vous avez fait la moyenne nationale. Si vous avez fait en dessous de 2,5, vous avez fait 2% de croissance, vous avez fait de la décroissance. Parce que du coup, le pays s'est enrichi plus vite que vous. Maintenant, parce qu'il y a des pharmacies, elles me disent, cette année, je n'ai pas eu une bonne croissance, j'ai fait qu'une croissance de 5%. Bah, alhamdoulilah, c'est le double de la croissance nationale. Tu as superformé les entreprises marocaines 2 fois. Donc c'est très bien. Maintenant, je me dis que tu as fait du 15%, oui, c'est fantastique. Mais après, il faut avoir des croissances qui soient aussi tenables dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite croître de 30%, et après, pendant 5 ans, je fais du 0 ou je fais à la française. On fait du 1, 1,2, 1,4. C'est pas intéressant. Et c'est important d'avoir une croissance soutenue. Le poids économique en 2023 du marché de la cosmétique au Maroc, pas en Europe, pas aux États-Unis, au Maroc, c'est presque plus d'1,5 milliard de dollars. Donc on est à 17 milliards de dirhams. Donc il y a un marché. Et là, ça inclut tous les acteurs. Mais il faut savoir que cette facturation se fait sur les points de vente. Qu'est-ce qui se vend sur le marché? Donc là-dessus, on a les parapharmacies, les pharmacies qui font de la para, les centres de beauté, les coiffeurs, etc., etc. Pour faire un bref incisive, nous, chez Anova Pharma Consulting, quand on parle de pharmacie, c'est automatiquement la pharma et la para. Pour nous, il est évident que tous, vous devez faire les deux. C'est pas à la carte.
Je dois faire les deux. C'est-à-dire que, pareil, vous ne vendez pas que Botu, vous ne vendez pas Pharma 5, vous vendez les deux. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois avoir un panel qui va pouvoir couvrir la demande de ma clientèle. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je n'ai pas répété le mot para, mais c'est évident qu'on doit faire les deux. Et donc, il y a un marché qui est très juteux. Et comme il est juteux, bah, ceux qui ne sont pas dans le secteur se sont mis. C'est logique. Margène, les drugstores, côté para, tous ces gens-là ne sont pas nés de la pharmacie. Ils sont venus, ils se sont installés sur le marché parce qu'ils ont vu que vous, en général, je ne dis pas vous concrètement, mais vous, en général, les pharmacies au Maroc, vous avez délaissé ce marché pour X raisons. Et là, on va voir justement, une des raisons, c'est justement le service de pouvoir conseiller correctement. Parce qu'effectivement, les paras, vous me dites, elles cassent les prix. Okay, mais les clients, même si dans votre subconscient, ils cherchent toujours le prix, comme vous êtes tous et toutes au PPH, sur certaines marques, parce que les marques vous permettent de travailler au PPH, vous avez d'autres marques qui vous disent c'est PPV et pas autre chose, vous devez vendre à ce prix-là et pas à un autre prix. Donc automatiquement, vous avez tous les mêmes prix, approx, hormis quelques pharmacies, mais vous avez tous les mêmes prix. Donc ce qui va vous différencier, c'est le conseil. Ce que nous on appelle dans notre boîte de consulting la blouse blanche. Les patients, les clients, surtout quand ils sont patients, vont faire beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a une blouse blanche qu'à quelqu'un qui vend des parfums ou qui vend autre chose. Quand il va avoir un problème de santé, son réflexe, ça va être le pharmacien ou le médecin. Ça ne va pas être la parapharmacie. Maintenant, effectivement, si quand il va chez le médecin et le médecin lui prescrit de la para et votre pharmacie n'a pas les produits para, bah, il ira dans les points de vente qui l'ont. Okay, et vous avez en plus, à part tout ce que je viens de dire, vous avez les concurrents en ligne. Donc les influenceurs, les réseaux sociaux et les sites web. Donc, le marché de la parapharmacie, ce n'est pas un marché. Vous avez différents. Vous avez la dermocosmétique, la phytothérapie, donc là c'est vraiment notre cœur de métier. Vous avez la nutrition. Dans la nutrition, par nutrition, on entend les compléments alimentaires et aussi les produits pour le sport, qui a de plus en plus de demandes, parce que automatiquement le pouvoir d'achat augmente et les gens veulent améliorer leur physique. Vous avez l'aromathérapie. Par exemple, Aïcha Zahi, ça fait 2 années consécutives qu'elle vous invite une aromathérapeute pour les formations. Il faut savoir que l'aromathérapie, c'est un marché qui va croître et croître beaucoup plus que la cosmétique, parce que beaucoup de laboratoires de cosmétiques achètent la matière première ici. Et donc, il y a un gros marché sur l'aromathérapie. L'avantage, de mon point de vue, en tant que consultant de l'aromathérapie par rapport à la cosmétique, c'est que l'aromathérapie demande un certain niveau de connaissance. On ne peut pas recommander une huile essentielle pour tout le monde. Et le fait de voir des flacons où l'indication n'est pas indiquée, parce qu'il y a marqué huile essentielle de lavande, huile essentielle d'arbre à thé, huile essentielle de menthe, ceux qui sont en parapharmacie, les parapharmacies de quartier, où il n'y a pas de formation, eux, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est l'huile essentielle de Ravinsara? Et quand ils voient des noms en latin, ils sont perdus. Donc, ce qu'ils font, c'est que ces produits-là, ils les laissent en vente passive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les recommander. Moi, par exemple, je parle avec une pharmacienne, une collègue. Moi, mes parents, ici au Maroc, ont une maison à Mohamedia. Et à Mohamedia, j'ai vu une parapharmacie qui vendait de l'aromathérapie. Donc, comme c'est à côté de chez moi, bon, j'en ai profité pour acheter. Et une fois, j'ai envoyé ma belle-sœur acheter de l'huile essentielle de Ravinsara. Et ma belle-sœur lui avait dit, est-ce qu'on peut l'avaler? Et elle a dit, non, vous ne pouvez pas avaler l'huile essentielle de Ravinsara, c'est que de l'usage topique ou pour de la diffusion. Et donc elle m'a appelé, parce qu'elle m'a dit, écoute, la nana me dit qu'on ne peut pas. Je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Tu vas le mélanger avec une huile et tu vas pouvoir la prendre. Et donc la personne en face, elle a dit, non, vous ne pouvez pas l'avaler. Donc elle était, comme elle ne savait pas le recommander, elle ne savait pas comment donner l'option du Ravinsara pour développer le système immunitaire, pour la diffusion, etc. Elle, ce qu'elle voyait, c'était un non. Et le laboratoire lui avait dit que c'est bon pour le système immunitaire, et elle le répète. Mais, comme elle n'a pas la formation, elle ne donne pas des conseils. Et nous, par exemple, quand on donne la formation en aromathérapie dans le programme, on donne des exemples de recettes que vous pouvez communiquer à vos clients patients pour qu'ils puissent refaire leurs recettes, mais saines, pas des trucs bizarres. Par exemple, c'est très facile de faire un sirop pour la toux. Par exemple, vous dites, voilà, moi je prends ce sirop,
je vois que ça marche, mais ce n'est pas suffisant. Et bien, à ce sirop, vous pouvez rajouter une goutte, ou dans le flacon, vous pouvez rajouter un flacon de 200 ml. Par exemple, sur une toux grasse, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle d'eucalyptus. Toujours, quand il n'y a pas de femme enceinte, d'enfants moins de 6 ans, d'asthmatiques ou des gens qui ont des œdèmes pulmonaires. Si on n'est pas dans ce cas de configuration, n'importe quelle personne avec une toux grasse peut l'utiliser. Et par exemple, c'est très recommandé pour les fumeurs, parce qu'on sait que les fumeurs, la cigarette, c'est pas ce qu'il y a le plus clean, et donc du coup, ça obstrue encore plus les poumons. Donc quand on leur donne le sirop plus ce produit, automatiquement, ils ont un meilleur résultat. 2, l'huile essentielle d'eucalyptus, à part d'être un expectorant, il augmente le système immunitaire, il booste le système immunitaire. Donc du coup, on fait 2 en 1. Je l'explique aux patients, je dis voilà, ça va vous permettre de booster l'action du sirop et en plus d'avoir l'action sur le système immunitaire. Donc le client il dit voilà, c'est 2 en 1, c'est parfait, je prends. Et en plus, si je dis est-ce que vous êtes fumeur, oui, alors là, vous avez besoin de quelque chose un peu plus fort parce que le sirop, ça va être un peu juste pour vous. Et ensuite, tous les conseils, bien faire les lavages nasaux pour éviter que le mucus continue à tomber en arrière et à faire croître la production de ce mucus au niveau pulmonaire. Ce sont des conseils qu'on donne. Donc, par rapport à ceux qui étaient ce matin, vous voyez comment on peut augmenter le panier moyen avec des conseils en parapharmacie associés à des médicaments de vente libre. Mais ça, par exemple, l'avantage, c'est que les parapharmacies ne vont pas le faire. Pourquoi ? Parce que les médicaments sirop, elles n'y ont pas le droit. Elles peuvent vendre que les sirops qui sont considérés comme phytothérapeutiques et qui ne sont pas dans le monopole pharmaceutique. Mais, par exemple, Stodal, c'est marqué médicament homéopathique. Donc les parapharmacies, elles ne l'ont pas, le Stodal. Il n'y a que nous qui l'avons. Donc je peux l'associer avec un produit d'aromathérapie. Et l'huile essentielle d'eucalyptus, ça sert aussi à quoi ? Non, pas directement. Ça, c'est un truc que je donne beaucoup aux Espagnols et aux Marocains, parce qu'en France, il y en a moins. L'huile essentielle d'eucalyptus, c'est une huile essentielle qui, naturellement, va être répulsive contre les cafards. Donc, quand arrive la saison de l'été, je passe ma serpillière et ensuite, je mets de l'eau et je rajoute entre une dizaine et une vingtaine de gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et je refais un passage. Cette odeur est répulsive. Donc, elle va éloigner les cafards. Les cafards ne vont pas revenir. Et au niveau des sorties d'eau usée, je mets des gouttes d'eucalyptus pures directement. L'avantage, c'est que je ne vaporise pas ma maison avec des produits chimiques qui sont nocifs pour le cafard, mais ils sont aussi nocifs pour moi. Si tu le cafard, ce n'est pas forcément quelque chose de bon pour la santé. Oui, bien sûr. Là, j'ai bien dit, l'huile d'eucalyptus, j'ai dit pas de femmes enceintes, si on n'a pas de femmes enceintes à la maison, pas d'enfants de moins de 6 ans, pas d'asthmatiques et pas de patients qui ont un œdème bronchopulmonaire. Tous les autres, ils peuvent utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus. Mais comme on va le mettre sur le sol, c'est quelque chose qu'on va sentir très peu. Donc, et c'est une odeur plus agréable que le produit anti-cafard. Donc, vous voyez, c'est un exemple de produit. Moi, par exemple, une cliente en Espagne, l'été, elle ne vendait que l'huile essentielle d'eucalyptus pour les cafards. Parce qu'à Almeria, il y avait un problème d'infection. Moins de 6 ans, non. Moins de 6 ans, non. Je réponds à la question. Moins de 6 ans, non. Si votre enfant a 10 ans, il n'y a pas de problème. Comment ? Oui, mais là, je prends un exemple d'une huile essentielle que, en conseil, on peut facilement recommander pour un usage principal et ensuite lui donner des usages secondaires. Donc, vous avez le capillaire. Le capillaire est de plus en plus, tant en produits cosmétiques qu'en compléments alimentaires. Accessoires et technologies, donc ça c'est le nouveau boom qui arrive. Dentaire. Dentaire, c'est un secteur de la parapharmacie que vous avez tendance à oublier et à laisser aux grandes surfaces. Il faut savoir que les produits qui sont vendus en grande surface ne sont pas spécialement de bonne qualité parce qu'ils contiennent beaucoup de détergents. Et ils sèchent beaucoup la peau, les gencives. Quel traitement provoque de la xérostomie ? Quel traitement ? Alors, est-ce que vous savez ce qu'est la xérostomie ? La xérostomie. Xérostomie. Comment ? Bouche sèche. Les bouches sèches. Et donc, vous avez des traitements qui provoquent cette xérostomie. Quel traitement ?
Les antidiabétiques oraux, oui. J'ai pas entendu. Les antidépresseurs, les anticancéreux, mais bon, merci à Dieu, tout le monde n'est pas sous traitement anticancéreux. Par contre, les antidépresseurs et les diabétiques oraux, là, on touche une grande partie de la population. Et donc, vous avez des patients qui souffrent de ce problème. Il faut savoir que la sérostomie, si elle n'est pas traitée, ça va provoquer des pertes de dents. Parce que la gencive va se débiliser, pardon, ça veut dire plus faible, et les dents vont tomber. Donc vous avez des gens qui, à 40 ans, 45 ans, qui disent « j'ai une bonne hygiène dentaire et je ne comprends pas pourquoi j'ai les dents qui tombent ». Ah oui. Est-ce que vous prenez un médicament pour la dépression? Oui. Depuis combien de temps? Ah, depuis 15 ans. Eh ben, le problème, il est là. Donc vous voyez, on revient sur un problème de santé, sur de la parapharmacie. Donc quand on contrôle très bien tous ces conseils et les effets secondaires des traitements qu'on vend, on peut maintenir cette clientèle. Et donc sur dentaire, et il y a plein d'autres choses. Okay? Donc il y a le monde de bébé. Donc monde de bébé, c'est les produits alimentaires pour bébé. Et vous avez aussi tout ce qui est la puériculture, les biberons, etc. Dans certains quartiers, et ça commence à arriver, vous avez de moins en moins de bébés qui se font. C'est normal, les quartiers vieillissent. Par exemple, quand vous êtes dans une zone urbaine nouvelle, avec des nouvelles constructions, en général, ce sont des nouveaux couples qui achètent. Donc eux, au contraire, commencent à avoir des enfants, donc ils achètent des produits. Donc si j'ai une pharmacie qui va ouvrir dans une nouvelle dans un nouveau centre, un nouveau projet immobilier, donc travailler les produits bébés, c'est intéressant. Par contre, les centres-villes, qui sont déjà peuplés depuis plusieurs décennies, eux, au contraire, perdent de la population bébé. Parce que les nouveaux couples n'ont pas les moyens de se permettre le centre, ou ils ne veulent pas vivre dans les centres qui sont bondés et préfèrent aller en périphérie. C'est le cas par exemple à Casablanca. Il y a très peu de couples qui veulent vivre dans le centre de Casa. Ils vont à Bouskoura, ils vont à Tamaris, ils vont à Mohamedia, etc. Et donc, dans ces nouveaux projets immobiliers, les produits bébés sont intéressants. Mais au contraire, dans les centres-villes, eh ben, ces produits-là sont en descente. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire ce produit-là. Je peux travailler ce produit. Ce qui s'observe, c'est que les gens qui vivent dans les centres urbains, ils font moins d'enfants, parce qu'ils ont moins d'espace, mais ils sont prêts à dépenser plus pour cet enfant. Parce qu'au lieu d'en avoir 3 ou 4, ils en ont 1 ou 2. Donc ils peuvent dépenser plus d'argent en produits de puériculture. Donc ils sont prêts à prendre des produits, entre guillemets, de meilleure qualité et plus onéreux. Et ensuite, comme je vous avais dit, on a l'orthopédie. L'orthopédie, c'est pour moi le secteur où toutes les pharmacies doivent se positionner. Et il ne faut pas attendre demain, c'est dès maintenant. Parce que nous, en Espagne, par exemple, on a eu le problème que comme c'est compliqué l'orthopédie, à la différence du marché français où il y a les DU d'orthopédie, donc la plupart des pharmacies font pharmacie et orthopédie, en Espagne, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de DU orthopédie. Donc, il y a une formation pour l'orthopédie, mais elle est en parallèle ou sur une autre filière. Et donc, on a des orthopédies qui ont ouvert comme les parapharmacies. Et donc, du coup, comme elles ont plus de choix et elles sont mieux formées, eh ben, elles récupèrent toute la clientèle d'orthopédie. Et la clientèle d'orthopédie, vous avez des produits qui ne sont pas très très chers. Mais après, vous avez des produits qui sont très onéreux. Quand on a tout le maintien à domicile pour des patients qui sont alités ou qui ont des problèmes de santé graves, etc., eh ben, les orthopédies ont raflé la mise sur ce type de clientèle. Et les pharmacies, eh ben, elles n'ont pas. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez Locamed, à Casablanca, par exemple, ils ont leur boutique. Ils vous proposent de vous servir, mais ils ont déjà pris le marché. Donc c'est pour ça que c'est très important, dans la zone où je suis, si on ne fait pas d'orthopédie, me former en orthopédie et développer l'orthopédie. Parce que ce n'est pas parce que le quartier ne me le demande pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, la population vieillit et donc, forcément, les gens ont besoin d'orthopédie. Donc, quels sont vos concurrents? Vous voyez tout de suite les parapharmacies. Mais vous avez aussi les parfumeries, parce qu'ils vendent des produits qui ne sont pas les mêmes marques, mais sont similaires, ou des fois plus chers. Les herboristeries, parce qu'eux, ils vont vendre les compléments alimentaires, ils vont vendre de l'aromathérapie, ils vont vendre des plantes en vrac. Vous avez aussi le e-commerce. Alors là, le e-commerce, ça peut être n'importe quel de ceux-là qui a lancé son site web. La question, c'est est-ce que je dois lancer mon site web?
Si vous faites de la vente libre, oui. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de parapharmacie ou très peu de parapharmacie, ce n'est pas intéressant de lancer le site web parce que vous n'avez pas le stock nécessaire pour le faire. Et du coup, ça va vous créer plus de problèmes que de solutions. Donc, la première étape, c'est je reconquéris mon marché de la para, je développe la parapharmacie en offline, c'est-à-dire dans la boutique physique, et quand je vois que ça se développe, je peux ensuite, postérieurement, lancer un site de e-commerce. Et vous avez beaucoup de solutions aujourd'hui qui vous permettent de lancer des sites de e-commerce clés en main pour aller plus rapidement. Ça demande une autre gestion, ça demande une autre structure, etc. Mais l'important, c'est pas de dire non, il y a Margin Mall, il y a je sais pas quoi. Non, il faut être présent. Et après, vous avez le e-commerce local. Vous avez par exemple Glovo qui fait des livraisons. Vous allez me dire, oui, Glovo, alors pour couper court, on ne livre pas de médicaments avec Glovo. Mais la parapharmacie, oui. L'orthopédie, oui. C'est-à-dire que si moi je suis présent, et l'avantage de Glovo, c'est quoi l'avantage? C'est que c'est de la géolocalisation. Glovo, leur modèle de business, c'est la proximité. C'est pas du e-commerce, c'est la proximité. Ça veut dire que, par exemple, si on est ici, à l'hivernage, du Palais des Congrès, sur Glovo, je ne vais pas avoir quelqu'un de Ouarzazate qui va commander ici. Parce que dans sa sphère de commande, ils vont lui présenter que les pharmacies, parapharmacies, établissements similaires dans sa zone. Donc, l'avantage, c'est que moi, sur une zone géographique donnée, je peux récupérer cette clientèle de manière passive. Et après, je peux communiquer dans chaque envoi ce que je fais à côté. Et comme ça, les clients le savent. Okay? L'impact sur les pharmacies de ses concurrents. Donc, vous avez des pertes de parts de marché, ça c'est évident, parce que ils vous prennent de la clientèle et des produits. Il y a aussi une perte de marché par rapport aux laboratoires. Parce que les laboratoires, aujourd'hui, ils disent, la pharmacie, je parle de laboratoire para, je ne parle pas de laboratoire en général, para. Aujourd'hui, la pharmacie, ce n'est pas intéressant parce qu'elle ne se développe pas. Les paras, ils s'en ouvrent tous les mois, toutes les semaines, et donc j'ai un vivier qui est continuellement en rénovation, qui se développe, et donc j'ai des nouveaux points de vente. Vous avez aussi un problème d'image vieillissante de la pharmacie, malheureusement. Beaucoup de pharmacies ne travaillent pas ce qu'on appelle le branding, l'image de marque. Ce n'est pas avoir un logo. Je veux dire, il faut un logo. Oui, il faut un logo. Mais c'est toute une stratégie où, associé au logo, vous allez avoir associé une image, un sentiment que vous voulez transmettre à vos clients, une histoire que vous allez transmettre à vos clients et faire que ces clients adhèrent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui achètent des chaussures. Tout le monde achète des chaussures, on est bien d'accord. Mais vous en avez certains qui vous disent « Moi, c'est cette marque-là ou rien du tout ». Pourquoi? Pas parce que la marque a fait son travail d'image. Et aujourd'hui, vous avez des clients qui sont extrêmement fidèles dans une marque et il n'y a pas moyen de les changer. C'est-à-dire c'est celle-ci ou rien d'autre. Et après, vous avez effectivement d'autres clients qui disent « Ah, je m'en fous, la moins chère ». Et d'autres, ah non, moi j'aime bien toutes les marques, j'aime bien Nike, j'aime bien Adidas, Reebok, c'est pas mal non plus. Donc en fonction des promotions, en fonction, si ça me plaît le modèle, je le prends pas. Mais vous avez des clients qui sont extrêmement fidèles à la marque et donc à l'établissement. Ensuite, et c'est là le problème que moi je vois, c'est qu'il y a un manque de formation. Vos collaborateurs ne sont pas préparés pour donner de bons conseils. En général, quand vous allez au comptoir, et ça on le voit dans beaucoup de pharmacies, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'au Maroc, on leur dit pourquoi vous me recommandez ce produit? La réponse est parce qu'il est bien. Heureusement qu'il est bien si tu le vends. Tu ne vends pas de la merde. Donc, cette question, il est bien, la réponse, ce n'est pas un argument. Maintenant, si je lui dis ce produit est plus adapté à votre peau parce qu'il y a une texture légère, parce que vous avez ceci, il y a tel ingrédient, automatiquement la personne qui est en face dit ah, il contrôle. Il sait de quoi il me parle. Donc, effectivement, vous allez avoir des clients qui vont dire non, je veux être servi par madame parce qu'à chaque fois qu'elle me donne un conseil, elle me le donne complet et je vois qu'elle contrôle très bien. Vous avez des clients comme ça qui viennent pour le médicament et qui vous disent non, moi je veux être servi par vous. Et ils font la queue. Oh, c'est pas grave s'ils attendent. Ils font non, je vais attendre madame. Donc, on voit bien que quand il y a du conseil, il y a du service, le client peut attendre. Et il est prêt aussi à se déplacer spécialement sur ce point
pour cette personne. Mais ça, c'est un manque de formation. La communication, elle est associée à la formation. Parce que si j'ai formé mon équipe, il faut communiquer. Il faut que je puisse permettre à mon équipe d'argumenter. Et c'est ce qu'on appelle la communication sur les points de vente. Par exemple, on parlait des prix. Vous vendez tous au PPH, ok, pour faire simple. Mais vous ne communiquez pas que vous faites au PPH. Moi, j'ai des pharmacies qui nous demandent qu'on leur fasse un design de façade de vinyle où on leur dit, voilà, je veux que tu me fasses un truc, tu me dis qu'on est à moins 30%, qu'on est au prix grossiste, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, la plupart, ils te disent, ah, je veux qu'il y ait le moins 30, moins 40, il n'y a pas de souci, on te le fait. Qu'est-ce qui se passe quand le client rentre? Lui, il a vu dehors, il y a moins 30. Donc, quand il arrive à la caisse, il te dit, bah, tu ne me fais pas les moins 30? Et on commence, non, parce qu'ils sont déjà appliqués. Bah, tu me dis qu'ils sont déjà appliqués, mais moi, je n'ai pas vu. Moi, tu me dis, ça coûte 150. Mais tu ne m'as pas dit que tu as déjà appliqué les 30% sur les 150. Alors que si en rayon, ça par exemple, Margène et Carrefour, ils le font très bien. Ils vous disent, aujourd'hui, promotion, ce produit-là, qui normalement est à 210 dirhams, eh ben, il y a moins 20%, donc il va être à 160. Et le client voit la promotion. Donc quand il arrive à la caisse, il ne réclame pas la promotion. Au contraire, comme il a vu la promotion, il dit, bah, j'en prends 2 du coup, ça m'intéresse. C'est pour ça que la communication doit être optimale. Et elle est associée à une stratégie. Dire que aujourd'hui, on est à Officine Expo, certains laboratoires sont présents, d'autres ne sont pas présents. 100% des pharmacies se plaignent d'un laboratoire que je ne vais pas nommer parce que les conditions de remise sont nulles. Et je leur dis, il n'y a pas de souci. Je dis, nous, notre client, c'est la pharmacie, ce n'est pas le laboratoire. Moi, si demain je travaille avec vous, en termes de gestion, en termes de stratégie, moi, je m'en fous que ce soit L'Oréal, que ce soit Aven, que ce soit Caudalie. Moi, ce que je vois, c'est ce qui est le plus rentable pour vous. Maintenant, si le plus rentable pour vous, c'est le laboratoire 1, on va travailler avec ce laboratoire et on va faire la communication sur ce laboratoire. Mais si vous dites que le laboratoire 1 me donne des conditions mauvaises, et moi, quand j'envoie mon équipe voir ce que vous faites dans votre pharmacie, et on voit que vos employés recommandent ce laboratoire, quand on dit, voilà, j'ai besoin d'un gel nettoyant pour peau grasse, et on me donne ce laboratoire, il ne faut pas vous plaindre. Vous dites que le laboratoire ne donne pas de conditions, mais vous êtes en train de le vendre. Pourquoi? Parce que les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux, ils l'ont entendu, et la plupart du temps, vos collaborateurs aussi regardent les réseaux sociaux. Donc, ils ont connu le produit et le conseil via les réseaux sociaux. Mais ça n'intéresse pas la pharmacie de vendre ce produit-là, parce que la remise, elle est très très basse. Là-dessus, on ne gagne rien. En termes de marge, quand vous êtes en dessous de 20%, ce n'est plus intéressant, pour que ce soit clair pour tout le monde. Si un laboratoire, je vends au PPH, et la remise est en dessous de 20, je perds de l'argent. Parce qu'avec tous les coûts que vous avez, loyer, salaire, si vous avez encore des crédits à la banque, si vous avez des charges qui sont liées à des nouvelles installations parce que vous avez mis une nouvelle croix, vous avez changé la façade, vous avez fait des travaux, etc. Il faut savoir que la pharmacie a continuellement des dépenses. Donc quand on est en dessous de 20%, on ne gagne rien du tout. On dit, enfin nous ce que je dis à mes clients, vous faites sadaqa. Là, vous donnez ce produit vraiment pour dire que vous avez ce produit-là. De temps en temps, c'est bien pour ne pas perdre le client, mais je ne peux pas faire ça continuellement. Moi, je suis une entreprise, il faut que l'entreprise soit rentable. Et pour qu'elle soit rentable, il faut que ma stratégie soit alignée avec ma communication, avec la formation et l'image que je veux donner. Et donc, les parapharmacies qui ne vont pas se former, elles vont vendre ce laboratoire en concret et aujourd'hui fait des installations de meubles. Ils vous décorent à la pharmacie, enfin on a l'impression que vous êtes un corner de ce laboratoire. Mais il n'y a rien qui différencie tel point, l'autre point. Et donc ça, c'est encore pire, parce que le client, il a l'impression de passer de franchise en franchise. Il a l'impression d'entrer dans un Yves Rocher à Delbrelef ou d'aller au Yves Rocher qui est à Californie. Pour lui, c'est la même chose. Parce qu'il voit la même chose, il voit la même décoration, les mêmes produits, les mêmes titres, les mêmes logos, les mêmes couleurs. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est aligné sur la stratégie. Donc, pour reconquérir la parapharmacie, il y a 3 choses à faire très importantes. Premièrement, il faut une formation continue. Il faut avoir l'appui des laboratoires. On va voir ça tout de suite. Et il faut un soutien des grossistes et des grossistes para pour justement amorcer, par exemple, le fait de commencer une nouvelle marque. Donc, formation continue indispensable, parce que si je n'ai pas ça, ceux-là, ils ne vont même pas me regarder.
Ils vont dire, vous faites quoi? Rien. Bon, alors rien nous aussi. Donc, mes employés sont formés, ils connaissent les techniques de vente, ils connaissent les protocoles de vente, ils savent quels sont les produits les plus intéressants pour la pharmacie, ils savent substituer. Donc là, on parle de parapharmacie. Si un client me demande le sérum de cette marque qui ne me donne pas beaucoup de marge, il faut que mes employés sachent quels sont les sérums équivalents. Ce matin, je parlais sur l'antigrippaux. Par exemple, un antigrippal qui contient du dextrométhorphane, on peut le dévier sur un asthmatique, sur un antidépresseur, quelqu'un qui prend de l'antidépresseur, ou les gens qui ont de la toux grasse, parce que c'est contre-indiqué le dextrométhorphane. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des produits de cosmétiques qui vont contenir des ingrédients qui vont être contre-indiqués sur peau grasse, contre-indiqués sur peau sensible, sur rosacée, sur des problèmes de peau, sur un type de peau, ou l'utilisation. Le rétinol, on ne l'utilise pas en journée, on l'utilise en soirée, il faut préparer la peau, etc. Donc là-dessus, je vais pouvoir orienter mes ventes. Parce que du coup, si la personne me dit « oui, je veux ce produit », mais elle ne peut pas l'utiliser, moi, grâce à ma connaissance, je vais lui expliquer, elle va comprendre le pourquoi, et elle va dire effectivement, qu'est-ce que vous me recommandez? Eh bien, je vous recommande celui-ci. Bing, bam, c'est parfait parce que c'est ce qui est plus rentable pour la pharmacie. Et sensibiliser aussi l'équipe et les pharmaciens aux nouvelles tendances, les niches. Okay? Ensuite, l'appui des laboratoires. Automatiquement, quand vous allez former vos employés, ils vont vendre mieux et plus. Donc le laboratoire, il va voir que les commandes sont plus élevées et plus fréquentes. Et on peut lui demander, par exemple, l'appui avec une dermoconseillère. On peut lui demander l'appui avec un événement spécial, pas forcément avoir une date concrète tous les mois pour la dermoconseillère, mais là, par exemple, il y a Saint-Valentin qui arrive, on veut faire un événement, et ben on organise bien sûr bien en amont, là c'est trop tard pour Saint-Valentin, pour organiser l'événement. Et je demande l'appui, je demande des mini-tailles, etc. Et ces laboratoires, ils vont être plus conciliants s'ils savent que derrière, il y a des commandes, et des commandes parce que vous vendez. Organiser des campagnes de communication ciblées avec les laboratoires, parce que le laboratoire va organiser tel événement. Donc, moi, je sais que le laboratoire va lancer un nouveau produit. Et ben, comme je travaille bien ce laboratoire et j'ai de bonnes conditions, je vais organiser une communication en interne pour annoncer cette nouveauté et la promouvoir dans ma pharmacie. Et par exemple, si je travaille bien le laboratoire, faire en sorte que je sois dans les premières pharmacies à l'avoir, pour justement dire première pharmacie du quartier, première pharmacie de cette ville, etc., à travailler ce type de produit. Ensuite, les protocoles de vente. Ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter la quantité de produits vendus par laboratoire ou par type de produit. Qu'est-ce que sont les protocoles de vente? C'est l'équipe. Par exemple, on peut décider que la marque lambda va être notre première recommandation pour peau sensible. Okay? Et cette autre marque qui a des produits similaires, je vais la mettre en première recommandation pour les peaux grasses. Ça veut dire que là, moi, j'ai ces 3 personnes qui travaillent avec moi. Donc, on sait que la marque A, c'est sur les peaux sensibles. Quand quelqu'un me dit « j'ai besoin d'un conseil sur peau sensible », ce qu'on va lui donner, c'est cette marque en premier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, madame va recommander le sérum et le gel nettoyant. Le client lui dit « ok, je vais commencer avec le sérum, il me reste encore du gel nettoyant ». Mais cette cliente ou ce client va revenir dans 2 semaines, 3 semaines, il va venir voir monsieur, parce qu'il ne vous trouve pas. Il va dire « oui, la dernière fois je suis venu, votre collègue m'a donné un sérum pour peau sensible et elle m'avait recommandé un gel nettoyant ». Comme on a le même discours, directement, peau sensible, c'est celui-ci. C'est celui-ci qu'elle vous a dit? Oui, exactement. Donc le patient, le client, il dit « ah, ici, ils connaissent très bien, parce que je ne lui ai même pas dit la marque ». Tout de suite, il a trouvé. Ah, bien sûr, il a trouvé parce que derrière, il y avait un travail de protocole. Pareil, sur les peaux grasses, ça va être un autre produit. Et comme ça, moi, ce que je vous ai expliqué ce matin, vous avez plusieurs laboratoires pour les peaux grasses, un, où ça va être notre top vente. Ensuite, j'en aurai un pour les peaux sensibles, un pour les anti-âges, un pour les anti-taches, un pour le corps, un pour le corps sec, un pour les cheveux, etc., où je vais booster mes ventes. Et après, effectivement, plus j'avance et plus je peux avoir plusieurs laboratoires. C'est-à-dire que je peux avoir un laboratoire premium sur l'anti-âge et ensuite avoir un laboratoire plus économique sur l'anti-âge.
Comme ça, ceux qui ont les moyens achèteront le laboratoire le plus cher, et ceux qui n'ont pas les moyens, grâce à la technique de vente que les employés vont acquérir, ils vont pouvoir détecter le panier moyen du client et lui proposer directement le produit qui est le plus adapté à lui. Pas tout de suite le donner le plus cher. Okay? Sinon, dans l'investigation, le questionnaire qu'il y avait entre le client et le collaborateur, enfin le conseiller, ils vont pouvoir tout de suite détecter le type de produit. Et quand on n'a pas les capacités de faire des commandes directes, on peut passer par des grossistes para. Vous allez me dire, oui, mais vous avez dit qu'en dessous de 20%, on ne gagne pas d'argent. Oui, mais au moins, là, vous allez préparer le terrain. Dire, voilà, vous dire, moi, je vais faire des commandes sur cette marque-là, on va voir si ça fonctionne. Après 2-3 mois, je commence à avoir un historique. 4 mois, 5 mois, et peut-être que maintenant, je peux passer via le laboratoire pour faire la commande directe. Parce que le laboratoire, ici, il va vous demander une commande minimale, donc il y a un investissement, il va vous demander aussi de la payer à l'entrée, parce qu'il ne vous connaît pas. Donc du coup, quand on parle d'introduction, on est entre, ça dépend des laboratoires, on est entre 20 000 et 60 000 dirhams. Donc, si moi, j'ai déjà des historiques de vente grâce à mon grossiste para, je sais la capacité que j'ai à commander sur 60 jours. Donc, cette commande initiale, effectivement, elle va dépasser le délai de paiement parce que c'est trop. Mais je sais que j'ai la capacité de vendre. C'est pas, d'un coup, je décide, je veux travailler cette marque, elle me demande une commande initiale de 60 000 dirhams et j'ai jamais fait de para avant. Premièrement, passez chez le grossiste parce que vous avez des grossistes para qui, justement, vous font aussi cet accompagnement. Ils ne vous donnent pas les meilleures remises parce que partie de la remise, ils la gardent pour eux, bien sûr. Mais ils vont vous mettre des dermoconseillères, ils vont vous mettre des échantillons, des mini-tailles, des événements, etc., etc. Donc, repositionner la pharmacie comme acteur clé de confiance sur le marché de la para. C'est très important. Je comprends que si vous êtes venu à cet atelier, c'est que vous avez un intérêt pour développer la parapharmacie. Pour vous, c'est primordial. Ceux qui avaient déjà de la para, vous voulez la développer plus. Et ceux que vous n'avez pas encore de para, vous voulez justement vous lancer. Alors, à la question, est-ce qu'il faut que je me lance? Oui, bien sûr, c'est évident. Je ne peux pas laisser cette part de marché à mes concurrents. Pourquoi? Parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Si, quand on perdra notre monopole médicament, je ne le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver, ça dépend qui est au pouvoir, on peut le perdre. Donc, s'il m'enlève ce qui me reste, il sera trop tard pour réagir dans 10 ans. Alors que si moi, je touche tous les secteurs de la pharmacie, effectivement, s'il m'enlève le médicament, ça me fait mal. Mais ça fait beaucoup moins mal que si j'ai rien après derrière. On a un client, je ne sais pas si je les vois ici, non, je ne les vois pas, qui vont commencer les travaux avec nous. Et on est à Casablanca, je ne vais pas dire l'adresse, mais sur le boulevard entier, et ce n'est pas un petit boulevard perdu, dans le centre, aucune pharmacie fait de la para. Ce n'est pas normal. On est à Casablanca en 2025. Avec toute l'honnêteté, il ne faut pas attendre un Nova Pharma Consulting ou le pharmacien manager pour prendre cette décision. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser. Et aujourd'hui, il n'y a pas de parapharmacie dans cet axe. Donc, vous imaginez bien que les grands concurrents, les drugstores et compagnie, ils analysent. Par exemple, côté para, ils ont leur magasin à Casablanca, ils viennent de l'ouvrir à Bouskoura. Pourquoi? Parce que Bouskoura est en pleine effervescence. Économiquement, c'est le nouvel endroit où il faut être. Il y a des villas qui se construisent et qui coûtent plusieurs millions de dirhams. Donc, il y a un pouvoir d'achat. Et on approche la consommation des produits à cette clientèle-là. Donc il ne faut pas attendre que côté para ou n'importe qui décide d'ouvrir pour se réveiller. Au contraire, il faut toujours se maintenir éveillé et toujours développer et toujours être en avant. Pourquoi? Parce que si je suis le premier à me lancer, je vais me tromper le premier. OK. Mais comme je vais me tromper le premier, je vais me corriger aussi le premier. Donc je vais pouvoir affiner ma stratégie au fur et à mesure que le business ou le modèle avance. Par exemple, nous ici, le premier module qu'on donne, c'est les techniques de vente. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, là-dessus, ça c'est le module qu'on donne à vous et aux employés. C'est mélangé. C'est-à-dire que je ne fais pas une formation pour
pour les pharmaciens et ensuite on change l'équipe, viennent les employés. Non, c'est en 2 temps. Le matin, il y a un groupe et l'après-midi, il y a un autre groupe. La journée, c'est la même formation qui se répète en 2 fois. On n'a pas de problème pour répéter. Et on peut inclure aussi un peu de dérija dans les explications s'il y a besoin. Si un collaborateur me dit, voilà, comment je peux expliquer ça en dérija, on lui dit. En berbère, non, je ne parle pas berbère. Mais l'objectif, c'est que le discours, la technique de vente, arrive au client final. Moi, je ne veux pas avoir des gens qui connaissent la théorie. Ce que je veux, c'est que vous fassiez de la pratique tous les jours. Et que vos collaborateurs, qui eux sont au comptoir tout le temps, parce qu'ils font que ça, qui retransmettent toutes ces informations aux clients. Et ça va nous permettre, par exemple, ici, dans le programme neurolinguistique, de détecter, par exemple, le type de client, le type de référentiel dans lequel on doit parler au client. Comme je vous ai dit, je peux vendre un produit, mais de plusieurs manières différentes, en utilisant un vocabulaire complètement différent, et l'objectif est le même, vendre le produit. Donc, le PNL. Donc, c'est très important, ça peut vous paraître du b.a.-ba, mais vous avez beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça. Il faut éviter le langage réactif pour avoir un langage plus proactif, plus positif. Ça va vous sonner gaga, ça va vous dire, ah, le truc de... Oui, mais c'est la réalité. Quand on pense négativement continuellement, et ça vous le voyez autour de vous, on a tous un ami, une amie qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps, elle a des problèmes. Tout le temps, elle nous raconte, ah, Haga, je sais pas quoi, Rajli, mes amis, le travail. Et on n'a pas envie de la voir parce qu'on n'a pas envie d'écouter ses problèmes. Quand on a fini une journée de travail, où ça n'a pas été forcément une journée stressante, mais c'était une journée pleine, où on est fatigué, on n'a pas envie d'entendre qu'un tel ou une telle me raconte ses problèmes à la maison ou à son travail. On veut qu'elle soit plus positive. Donc, et on a tendance à se regrouper avec des gens avec lesquels on va apprendre d'eux et on va s'améliorer. Donc, quand je parle avec un client, je dois éviter les négativités. La négativité, je peux l'utiliser quand je veux de manière subtile, on va dire, réduire un concurrent, mais sans parler mal de lui. Moi, vous ne m'écouterez jamais dans une explication à un client, lui dire « Margène, c'est nul ». Non, je dis écoutez, Margène, ils font des produits, mais les produits ne sont pas adaptés pour votre problème de peau. C'est des produits de grande consommation, ce n'est pas des produits qui sont faits pour peau sensible. Donc, je n'ai pas dit Margène, c'est nul. J'ai dit que ce n'est pas adapté pour vous. Donc, chacun fera son explication en interne, qu'est-ce que ça veut dire. Et je lui dis voilà, en pharmacie, les produits ont une élaboration qui est faite par des dermatologues justement pour les peaux sensibles. On respecte le pH, on respecte le manteau lipidique, etc., etc. Donc le client comprend qu'avec un petit peu de mots, sans rentrer dans des détails très techniques, lui, il contrôle. Donc oui, effectivement, je vais acheter ça chez lui. Plutôt qu'à chaque fois d'avoir des obligations, toujours conduire à des incitations. Plutôt que dire « je dois faire quelque chose », il est préférable de faire ceci ou il est préférable de choisir. Il serait mieux de choisir cette option plutôt que tu dois choisir cette option. Donc tout ça, ça joue. Et aussi, quand on parle avec un client, le client n'a pas l'impression qu'on lui fait un sermon. Parce qu'il dit c'est bon, j'ai la peau qui est complètement abîmée et en plus, je dois prendre tout le sermon du pharmacien. Non, c'est bon. Déjà, j'ai déjà des problèmes avec ma peau. Donc, c'est le pouvoir générateur du langage. Okay ? Donc, chaque modèle est unique. Ce qui est important, vous pouvez lire ça, c'est que l'échec n'existe pas. Il ne faut pas prendre l'échec comme quelque chose de négatif. Au contraire, l'échec, c'est justement, il faut analyser pourquoi on s'est trompé. Mais l'erreur, elle n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est d'abandonner. Par contre, ça, oui. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui fait, parce que vous avez des gens qui disent à chaque fois il se trompe. Oui, mais la question c'est que avec toutes les erreurs qu'il a fait, est-ce qu'il est plus loin que toi ou plus proche que toi? Et quand on se met à analyser, on fait dire, effectivement, il est plus loin. Il vend plus de para, il a plus de produits, etc., etc. Et moi, j'ai juste une étagère ou une descente. Donc à chaque fois,
c'est chercher les résultats. Un résultat négatif est un résultat. Je me suis trompé, il faut que je réajuste ma stratégie, ma vision, ma manière de communiquer, ma manière de former, ma manière d'introduire, etc., etc. Mais abandonner, c'est la pire des choses qui puisse vous arriver. L'abandon n'est pas une option. Okay? Nous, on a dans notre équipe aux États-Unis une personne qui est extrémiste, Michel, qui dit « À chaque fois, je considère que je dois sauver mon enfant. Et comme je dois sauver mon enfant, je n'ai pas l'option d'abandonner. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Mon fils est mort parce que j'ai abandonné? Elle me dit, c'est un discours que je ne peux pas tenir dans ma bouche. Donc, je fais tout jusqu'au bout. Et quand je ne peux pas, c'est parce que vraiment, je n'ai pas pu y arriver. Ce n'est pas moi qui ai décidé par paresse de rester assise. Et donc, c'est un peu extrémiste. Je reconnais que Michel est extrémiste là-dessus. Mais c'est sa manière à elle de se motiver pour maintenir, pour avancer. Et ça, c'est ce que vous devez faire avec vos équipes. Évitez, parce qu'à chaque fois, ils disent « Non, est-ce que ça ne marche pas, ça marche que chez un tel, que chez un tel. » Je peux vous prendre n'importe quelle pharmacie. Là, dans ces formations-là, on a une pharmacie, par exemple, qui a fait le cursus, qui est à Derb Sultan. Derb Sultan, ce n'est pas Bouskoura. Okay? Et grâce à la formation, la titulaire nous a dit « Mes employés qui ne vendaient que CeraVe et La Roche-Posay ont arrêté de vendre ces marques-là et maintenant ils me vendent des produits où j'ai des marges de 25 et plus. Donc moi, au niveau de la caisse, je le vois. Et moi, elle me disait, je ne savais pas que ma clientèle pouvait acheter ces produits-là à Derb Sultan. Je dis oui, mais il ne faut pas les juger. C'est le client qui décide qu'est-ce qu'il veut acheter. Nous, on ne lui met pas le pistolet dans la tempe. C'est lui qui décide. Mais si, au final, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pharmacie? C'est que les ventes de parapharmacie ont augmenté et de ce laboratoire, ils ont stagné. Donc, le chiffre d'affaires a augmenté, mais la rentabilité aussi. Parce que le de vendre des produits avec des remises, des marges de 15 ou 18%, ils vendent des produits qui laissent des marges de 25 et plus. Donc, la pharmacie, à valeur équivalente de vente, elle gagne plus. Alors, après, vous avez les métamodèles. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer les métamodèles. Vous avez la généralisation. Donc, c'est ce que je disais. Les gens ont tendance à généraliser. Et ça, la généralisation, quand on parle de technique de vente, c'est à bannir. Par exemple, là, j'ai mis un exemple. Dans cette entreprise, personne ne se soucie des autres. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que parce qu'une fois, Marwan a zappé un client, que chez Anova, on zappe tous les clients? Ce serait malhonnête de dire ça. Maintenant, c'est voir qu'est-ce qui va se passer pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il faut éviter que cette perception de généralisation. Et donc, vous, en parapharmacie, non. Les autres parapharmacies sont moins chères. Eh bien, elles sont moins chères parce qu'elles vendent au PPH. Mais si vous vendez au PPH, vous êtes au même prix. Il n'y a plus de problème de prix. Les omissions, c'est quand on oublie une partie de la situation. Et ça, pareil, c'est des choses qu'il faut éviter. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec quoi? Je ne suis pas d'accord avec la politique de prix. OK. Je ne suis pas d'accord avec cette marque. OK. Etc. Et automatiquement, ces omissions vont conduire à une clarification. OK, tu n'es pas d'accord avec cette marque, pourquoi? Parce que les remises ne sont pas bonnes, parce que le délégué, on l'appelle, il ne vient jamais. Ah, donc effectivement, tu as raison, ce laboratoire n'est pas digne de travailler avec lui. Mais maintenant, dire, j'espère que tu feras le travail bien, ça c'est ce que vous dites à chaque fois à vos employés, mais le problème c'est que, qu'est-ce que ça signifie bien? L'idée c'est de lui dire, voilà, il faut que tu fasses point 1, point 2, point 3. Quand tu auras fait les 3 points, le travail sera bien fait. Et donc, le travail est, on va dire, dichotomé pour que l'employé sache quelles sont ses tâches. Et donc, s'il n'a pas fait une tâche, effectivement, je peux lui dire, tu n'as pas fini le travail parce qu'il manque le point 2 ou le point 3. Et je veux de l'information. Oui, mais je veux de l'information sur quoi? Pourquoi? Dans quel but? Donc, c'est très important. Les omissions, c'est ce qui va générer des malentendus dans la communication. Et ensuite, il y a la distorsion. Tous les clients rendent notre vie impossible. Par exemple, c'était la dernière fois avec un client, il me disait, l'autre jour je suis rentré, j'ai entendu en arrière-boutique mes employés dire que ce client-là les embêtait tout le temps.
Il m'a dit la première chose que j'ai fait, j'ai entendu le nom du client, je suis allé dans la fiche client. Il m'a dit, Marwan, j'ai vu que le client vient toutes les semaines. Et toutes les semaines, il achète. Est-ce que ce client nous rend notre vie impossible? Non. Grâce à ce client, on vit. Donc, il a été voir son équipe, il a dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe avec ce client? Il dit, non, il est lourd, il nous raconte sa vie, etc. Est-ce que ça vaut le coup, vu ce qu'il dépense dans la pharmacie? Oui, ça vaut le coup. Donc, je ne veux plus entendre, il leur a dit, je ne veux plus entendre de votre bouche que ce client vous dérange. Parce que ce client, il fait que toi et moi, on ait quelque chose à dîner ce soir. Et c'est important parce que des fois, on est trop mis dans notre vie de travail et on oublie, d'extrapoler, de sortir de notre référentiel et de le voir avec des différents yeux. Et ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps, nous, chez Anova Pharma Consulting. Quand on veut faire quelque chose, on demande toujours à l'avis à quelqu'un qui n'est pas dans le secteur. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est pas logique. C'est-à-dire, si vous travaillez avec les pharmacies, il faut vous demander à des pharmaciens. Mais pourquoi on demande l'avis à quelqu'un qui n'est pas une pharmacie? Parce que nous, on travaille avec les pharmacies pour leurs clients. Donc, on veut savoir ce que les clients dans la rue, peu importe qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient chômeurs, qu'elles soient femmes au foyer, qu'elles soient sans emploi, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut voir, c'est son ressenti. Et donc, voir si le message que nous, on voulait transmettre, il arrive au client final. Okay? Par exemple, avec l'application de fidélité, on avait demandé à des clients, qu'est-ce que vous attendez d'une application? Donc, la majorité répondait, disait, j'en ai marre de recevoir des publicités qui ne me correspondent pas. Et moi, on m'envoie des trucs pour bébé, j'ai pas d'enfant. On m'envoie des produits pour les chutes, j'ai pas de cheveux. Ça vous fait rire, mais c'est la réalité du terrain. Donc, à chaque fois, il faut extrapoler et voir. Et de temps en temps, c'est bien de demander le conseil, les feedbacks, à des gens qui ne sont pas forcément dans votre secteur. Et vous allez voir des fois que les autres secteurs ne nous comprennent pas. Et à juste titre. Donc ça, c'est des exemples. Ça, on le voit tout ça pendant la formation. Ensuite, donc je vais vous passer là, ici, parce que c'est plus intéressant. Une partie de l'atelier qu'on fait, c'est sur les référentiels de communication. C'est ce que j'avais dit. Chaque client va communiquer son problème ou sa volonté d'un produit, il va dire j'ai besoin de ça, d'une façon. On va prendre par exemple les boutons, l'acné. Donc, ce n'est pas la même façon de l'expliquer si je suis dans un référentiel visuel, si je suis dans un référentiel auditif ou si je suis dans un référentiel kinesthétique. Est-ce que vous avez entendu parler de ces référentiels? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez des gens qui, continuellement, vont penser en visuel, même si de ce qu'on parle, ce n'est pas un point géographique. D'autres, leurs pensées vont être auditives. Ils vont se rappeler de bruit. Et d'autres, ça va être du sensoriel, ça va être des sentiments. Ils vont se rappeler d'odeurs. Par exemple, le typique parfum de maman ou le parfum de bébé. On vous dit, ah oui, ça me rappelle le parfum qu'utilisait ma grand-mère, etc. Et on voit que la personne parle de sentiments. Et quand elle parle, elle regarde vers le bas, parce qu'elle regarde dans ses tripes. Elle cherche ses souvenirs dans ses sentiments. Donc c'est une personne qui a besoin d'un vocabulaire sensoriel. Elle n'a pas besoin qu'on lui parle de visuel. Elle est complètement à l'opposé du visuel. Au contraire, quelqu'un qui va vous parler de ce même parfum, quand il va parler de ce parfum de votre grand-mère, il va vous dire, ah oui, il va regarder en hauteur et va vous dire, oui, c'est le parfum que ma grand-mère utilisait. À chaque fois que j'étais chez elle, elle l'avait à l'entrée de la maison. Il donne des points géographiques. Alors, excusez-moi. Oui. Et dans le système auditif, on va se rappeler de bruit. Il y a des gens, de bruit, de son, où ils vont vous dire, ah oui, je me rappelle, à tel endroit, il y avait tel événement, etc. Et donc, eux, quand ils vont regarder à ce niveau-là, parce qu'ils essaient d'écouter quelque chose qu'ils ont entendu. Ça, comme on a tous fait la fac, vous avez des gens qui, juste en étant présents, en assistant au cours, juste en regardant les slides du prof, ils ont appris le cours. Et d'autres, ils ont besoin de réécouter le cours. Ils enregistrent et le réécoutent
plusieurs fois parce qu'ils sont auditifs. Et d'autres, ils sont visuels. Ils vont vous dire, oui, non, la formule est inscrite sur le tableau. Tu te rappelles, en haut à gauche, il y avait la formule, juste en dessous du calcul de je ne sais pas quoi. Donc, on voit bien les référentiels. Donc, là, c'est ce qu'on explique à vous et à vos collaborateurs, comment détecter ces référentiels et ensuite, comment expliquer une vente d'un produit. Et là, on fait des role-play, ça veut dire qu'on prend par exemple deux personnes, on dit à monsieur, vous allez poser une question à madame sur, par exemple, tel ou tel produit, vous allez voir où se vont ses yeux, etc., pour justement détecter son référentiel. Donc, dans un premier temps, vous allez me dire quel est le référentiel de madame. Et madame fera la même chose pour vous, et ainsi de suite. Et ensuite, on va passer au conseil. Donc, si madame est visuelle, comment on va lui faire le conseil ? Quel type de vocabulaire on va utiliser? Et au contraire, on va éviter de ne pas se perdre dans du vocabulaire qui, elle, ne l'intéresse pas. Je ne vais pas lui parler de sentiments. Elle s'en fout. Elle s'en moque. Elle, ce qu'elle veut, c'est les résultats visuels. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde veut voir des résultats visuels. Oui, le visuel, c'est ce que chacun voit, mais on ne le voit pas de la même façon. Il y en a qui vont le voir, me dire, oui, j'ai une peau plus lisse, je me vois plus belle sur le miroir, j'ai plus de boutons, etc. Et d'autres vont vous dire, ah, j'adore cette sensation de peau lisse. Vous voyez bien que c'est la même chose, mais on parle de sensation de peau lisse. Et d'autres vont vous dire, ah oui, on me dit plus que j'ai des boutons. C'est de l'auditif. On me dit, j'ai plus de boutons. Là, les gens me disent plus que je suis face de boutons, quoi que ce soit. Donc on voit bien que ce qui le dérangeait, c'était l'auditif. Et parce qu'il est dans l'auditif. Alors que elle, par exemple, je dis elle, je ne sais pas, vous êtes dans le visuel. Et donc votre visuel, c'est justement vous de vous voir projeter que vous avez plus ces boutons. Et une autre personne va dire, ah, cette sensation de peau douce, j'ai plus cette sensation que j'ai la peau qui pèse avec les boutons, le gras, etc. Et dans le même référentiel, dans le même système, je vais pouvoir aussi détecter le mensonge. Parce que ça aussi, ça fait partie de la technique de vente. Si madame vient, parce que d'habitude, ça, c'est les techniques de vente basiques, mais vous avez des employés qui vont dire, un tel est venu avec un sac Gucci et ils ont pensé qu'elle allait tout acheter. Résultat, elle n'a rien acheté. Pourquoi? Parce que l'humain, qu'il soit en France, en Nouvelle-Zélande, au Maroc ou au Mali, on est tous fait pareil. On a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Donc, l'hémisphère gauche, c'est la mémoire. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris, on va aller le chercher à gauche. Quand je vais penser à par exemple, vous posez la question 3 x 4 à quelqu'un, il va être pris et il va aller sur la gauche parce qu'il va chercher sa table de multiplication. Par contre, c'est facile de détecter, de faire ce jeu, c'est vous prenez une personne, vous dites voilà, toi, par exemple, est-ce que tu es déjà allé en Nouvelle-Zélande? Non, jamais. Bon, mens-moi et raconte-moi tes vacances en Nouvelle-Zélande. Donc, automatiquement, comme elle n'a jamais été en Nouvelle-Zélande, elle va commencer à chercher et à construire une réalité qui n'est pas. Et là, c'est le mensonge. Des fois, les clients vous mentent simplement parce qu'ils veulent échapper aux questions. Et donc, ils se sont pris. Et pour vous aussi, c'est un gain de temps, parce que du coup, on termine. On dit, ah, il n'y a pas de souci, quand vous vous rappelez, n'hésitez pas à revenir. Et c'est une manière très diplomatique de fermer la vente, enfin une vente qui n'était pas une vente, et de passer au suivant, plutôt que de perdre mon temps avec quelqu'un qui commence à imaginer, etc., etc. Et moi, je suis là, je fais, l'autre, elle me raconte sa vie, je ne sais pas ce qu'elle me raconte, etc. Donc, de manière très diplomatique, d'interrompre la vente en lui disant, écoutez, c'est pas grave, si vous ne vous rappelez pas, on ferme à 20h aujourd'hui, n'hésitez pas, voilà notre carte de visite, appelez-nous si vous vous rappelez du produit. Et comme ça, moi, je passe au client suivant. Okay? Et quand je sais qu'il recherche dans sa mémoire, je peux lui dédier un peu plus de temps et je peux l'aider à chercher. Et non, c'était un sérum, et il commence à réfléchir. Non, parce que c'est un sérum, le flacon, c'est une bouteille avec des pipettes, et on voit qu'il regarde à gauche. Et on va lui dire, le flacon, il est blanc, il est de quelle couleur? Il est blanc, et le bouchon est gris. Donc, du coup, si vous réfléchissez, ce ne serait pas cette marque-là? Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai accéléré le conseil, parce que je ne vais pas attendre non plus qu'il se rappelle, s'il se rappelle un peu. Et aujourd'hui, vous avez les téléphones. Moi, quand je vois qu'ils ne me mentent pas, je lui dis, est-ce que vous avez déjà pris une photo de ce produit? Elle me dit oui. Alors, petit truc que je ne sais pas si vous le savez, sur iPhone, quand vous prenez l'iPhone et que vous faites sur l'écran général, vous descendez,
Si vous pensez, par exemple, à une marque Intel, vous écrivez la marque, par exemple, je vais vous mettre Caudalie, et ce que va faire l'iPhone, c'est chercher dans tout votre téléphone le mot Caudalie. Si vous l'avez dans les emails, si vous les avez dans les photos, si vous les avez dans les notes, etc. Et vous les avez dans les photos. Et donc, j'ouvre la photo et je lui dis, c'est celui-ci que vous cherchez? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai accéléré parce que des fois, les gens, ils peuvent être là pendant 20 minutes en train de chercher une image, ils ne se rappellent pas. Mais ça, je le fais quand je vois que mon client ne me ment pas. Il veut vraiment le produit, seulement il ne se rappelle plus du nom. Des fois, c'est monsieur qui vient chercher un produit pour madame, il dit, ah, je ne me rappelle pas du tout. Je sais que c'est un parfum, il est rose, il y a une espèce de forme bizarre sur les côtés. Ok, vous avez une photo. Ah oui, mais je ne me rappelle pas. Donc, on peut chercher par le mot parfum, parce que peut-être sur la boîte, il y avait marqué parfum. Donc, on peut chercher par parfum, on peut chercher par le nom de la marque, on peut aussi chercher par des millilitres, comme ça on filtre un peu. Donc, ça me permet d'accélérer ici. Si je vois qu'il est là, je ne touche même pas son téléphone. On ne perd pas de temps. Je sais pas, écoutez, quand vous vous rappelez, vous inquiétez pas, voilà notre carte de visite, on ferme à 20h cet après-midi. Ce soir, n'hésitez pas à nous appeler ou nous l'envoyer par WhatsApp. Et comme ça, diplomatiquement, j'ai dit next. Donc ça, c'est le résumé de comment détecter les référentiels. Et donc après, on avait fait les étiquettes. Alors, je vais vous montrer. En termes de communication, je prends un exemple. Vous avez des coffrets qui ne fonctionnent pas, ok, pour X raisons. Parce que les clients pensent que ça va coûter plus cher, parce que le prix n'est pas communiqué et l'offre n'est pas communiquée. Vous allez me dire, si c'est marqué gratuit. Oui, mais les gens ne lisent pas. Donc, si c'est marqué gratuit, moi, à chaque fois, je leur dis, c'est écrit comme ça, j'ai fait, c'est écrit gratuit, c'est gratuit. Ils posent la question, mais combien il coûte tout seul? La même chose, vu que c'est gratuit. Mais bon, je rescanne devant lui pour qu'il ait confiance. Mais c'est parce qu'on a un problème de communication. Le problème de communication, c'est là-dessus. Vous avez tous eu ce coffret de Eucerin. Il est resté plusieurs mois sur vos étagères. Et si vous n'aviez pas la dermoconseillère ou vous-même, vous avez boosté la vente du produit, le produit est resté. Donc ça, c'est ce que vous avez reçu. Et une façon de communiquer, c'est comme ça. Là, vous allez me dire comment ils ont fait moins 60%. Je vous rappelle qu'il y a entre le PPV et le PPH. Okay? Vous vendez au PPH, mais il faut communiquer quand même la réduction. Dire, entre le PPV et le PPH, vous avez une réduction qui va entre 30 et 40%, ça dépend des marques. Ensuite, comme ce produit est gratuit, combien coûte ce produit au PPV? X. Donc, si je dis que ça, plus ça, ça revient à 1000 dirhams, par exemple, et comme je vends celui-ci au PPH à 400 dirhams, donc je fais moins 60%. Le client vous dit, mais comment les moins 60%? Parce que vous avez ça gratuit, et au lieu de le vendre au PPV, je vous le vends au prix grossiste. Donc là, le client, il vous dit, ah oui. La cliente, elle vous dit, ah oui, là, c'est super intéressant. Donc du coup, j'évite la question de, est-ce que vous faites une réduction ou quoi que ce soit? C'est tout de suite communiqué. Ça, c'est une cliente à Casablanca qui nous avait dit que ses coffrets ne se déplaçaient pas. On lui a fait ça, et 2 jours après, les 3 coffrets qu'elle avait, ils ont été vendus. Elle nous a dit, ça a marché du tonnerre. Je dis, bien sûr, parce que tu communiques. Parce que toi, tu avais le coffret en rayon. Donc les gens ne voyaient pas que toi, tu l'avais avec une super remise par rapport aux autres. Donc, très important pour que la communication soit efficace, il faut aussi personnaliser la fiche. Donc, important, je mets mon logo. Donc, c'est Pharmacie Intel qui fait la promotion. Un titre accrocheur. Donc ça peut être en français ou en arabe, il n'y a pas de souci. C'est en fonction du type de clientèle que vous avez. Le produit, il faut que le produit soit clair. Il faut comprendre de quel produit on parle et quelle est la promo. Et le cadeau, s'il y a cadeau. Le cadeau ne doit pas être prioritaire sur le produit. Parce que sinon, les gens ils vont penser qu'il y a moins 60% là-dessus. Okay? Donc là, on avait mis free en anglais parce que le quartier le permettait. Donc, là, j'expliquais comment on avait fait ça. Le PPV du sérum, c'est 793
dirhams 50. Le PPV du cadeau est à 462 dirhams. Et le PPH, donc le prix qu'elle le vend, est de 499. Donc, on a T1 et T0, ça c'est la fac, hein, c'est les statistiques. On va faire prix d'arrivée moins prix de départ, divisé par le prix de départ, multiplié par 100. Donc, en général, on obtient, si c'est une réduction négative, okay, donc moins 60%. On était à 59,99, un truc comme ça. Et donc là, le client dit effectivement la promotion. Cette promotion, vous l'avez eue toute, parce que c'était une promotion de ECR1. Ce n'est pas vous qui avez fait la promo. Mais le fait de le communiquer de cette façon, vous êtes les seuls à le faire. Et donc du coup, le client s'arrête et dit « Ah, ils ont une promo. Ah, j'ai pas vu cette promo ailleurs. » Par exemple, nos amis Vichy. Là, c'est ce que voit le client. Pareil, une pharmacie nous disait « Ça, j'en ai marre parce que ça bouge pas. Ça prend la poussière. Et en plus, comme ils m'ont pas donné les boîtes, je peux pas les vendre sans la boîte. Donc du coup, je me retrouve avec ça dans une trousse. Effectivement, ce n'était pas très très visible pour le client. Pareil, on va, parce qu'ici, il y a un coût pour ce produit-là, et ce produit est offert. Et il y a une trousse offerte. Donc il y a 2 cadeaux. Et là, pareil, quand on calcule le coût, le même système de calcul, on arrive à moins 60%. Et là, c'est gratuit. Le client, quand il voit ça, il adhère et dit « Ah oui, c'est très intéressant. » Un titre, parce qu'on était à Bouskoura, donc l'anglais, ce n'était pas un problème, mais si on serait dans un quartier populaire, on n'aurait pas mis ça en anglais, on aurait mis ça en arabe. Si dans un quartier plus francophone, on aurait mis ça plus en français. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, alors ça, par contre, nous, on ne fait pas le marketing des laboratoires, mais ça, c'est une catastrophe. Ça ne se vend pas du tout. Ça reste sur les étagères forever. Donc là, on ne voit même pas la taille du produit, parce qu'on ne comprend pas quelle taille a ce produit-là, et encore moins celui-ci. Et bon, c'est sympa de faire un packaging écologique, mais le client, il ne voit pas la couleur du produit. Donc, il ne sait pas du tout de quel produit on parle. Alors lui, il ne sait pas du tout. Parce qu'en plus, c'est des images qui sont mises en vecteur. Sont vectorisées, c'est des images qu'on peut trouver sur Instagram ou des trucs comme ça, ou sur des FreePic pour tout ce qui est vecteur. Donc du coup, on ne reconnaît même pas le produit. Donc le client qui a l'habitude d'utiliser ce produit, il ne sait pas ce que c'est ça. Parce que lui, il n'a pas le même produit dans son étagère. Et là, le client reconnaît le produit. Parce que le produit qu'il a dans sa salle de bain, c'est celui-ci. Et là, on lui fait bien comprendre que c'est cadeau celui-ci. Donc là, on est dans une pharmacie plus francophone. Vous voyez, on a mis cadeau. Et là, il y avait une remise de 50%. Anti-âge, peau sèche. Pareil, ce sont des coffrets qui sont partis plus vite parce que la communication était plus claire. Et ça permet, en technique de vente, aux collaborateurs d'expliquer le conseil plutôt que d'expliquer le prix. Combien ça coûte ? Il a moins 50%. Donc déjà, effectivement, ils peuvent vous dire, à moins 50%, il me reste à combien ? Il vous reste à temps. Ah oui, c'est moins cher, au lieu de X. Par exemple, ça, c'est des autres communications. Donc, je vous ai mis des exemples. Là, par exemple, dans un quartier arabophone, pareil, là, chez Avent, la marque Avent, il y avait moins 30%. Et là, il y avait sur cette eau thermale, le PPH, enfin le PPV et le PPH. Donc vous voyez, ce sont 3 communications différentes sur 3 produits différents, mais l'objectif est le même. Faire de la communication efficace sur l'espace de vente. Et toujours personnaliser. On a mis nos logos, mais ça c'était des choses qu'on a fait pour les clients. Donc il y avait d'autres pharmacies. Okay, donc celle-ci est à Derb Sultan, celle-ci est à Derb Sultan aussi, et celle-ci est à Bouskoura. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a Derb Sultan qu'on ne peut pas faire de communication. Au contraire. Seulement, il faut communiquer ce que ces personnes cherchent. Et ça fait partie justement de comment, et on le voit pendant le module de formation, comment générer des ventes passives. Ça passe par le merchandising, l'exposition de vos produits, l'affichage des promotions, le fait d'avoir sur son comptoir certaines promotions. Attention, le comptoir ne doit pas se convertir en un fourre-tout où je mets tout ce que je n'ai pas réussi à vendre. Non, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une rotation.
Et ça, justement, c'était pour le module de formation. Donc, la formation dermocosmétique et parapharmacie, reconquérir le marché de la para. Donc, les dates ne sont pas bonnes, hein, oubliez les dates. Mais si, ça va sur 8 mois, de octobre jusqu'à juin, okay, avec 1 mois de pause pendant le ramadan. Pour qui? Pour toute l'équipe. J'insiste, je ne veux pas que des pharmaciens, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que vos pharmacies soient rentables, qu'elles vendent plus. Et pour ça, j'ai besoin de former vos équipes. À chaque fois, je sais que le pharmacien manager invite et il n'y a que les pharmaciens qui viennent. Ben, c'est très bien. Mais après, si vous me dites que vous êtes toute la journée à la pharmacie et vous êtes tout seul, oui, pourquoi pas. Mais en général, vous avez des équipes. Et l'idée, c'est qu'on puisse transmettre à vos équipes toutes ces techniques. Où est-ce qu'on le fait? Donc, nous, on avait prévu 3 villes. Casablanca, Marrakech et Rabat. Mais par exemple, ce matin, il y avait un groupe de FES. On est toujours ouvert à ouvrir d'autres villes. OK? Ça veut dire, par exemple, si vous êtes à Fès, oui, non, parce que ce matin, il y avait 2 pharmaciennes qui, justement, allaient créer le groupe. Nous, ce qu'on vous demande, quand vous êtes hors de ces villes-là, pour qu'on puisse faire la formation dans votre ville 1 fois par mois en présentiel, OK? C'est pas du online, c'est du présentiel, il faut avoir un groupe minimum de 20 pharmacies. Okay? Quand vous avez ce groupe de 20 pharmacies, on peut adapter notre calendrier et 1 fois par mois, on ira à Fès, à Tanger, à Agadir. Où est-ce qu'il y a le groupe? Tétouan. Ouais, proche de Tanger. Ça fait loin quand même. Après, je veux dire, après on peut avoir des surprises. Moi, si j'ai un groupe à Oujda, je vais à Oujda. Il y avait des pharmaciens qui étaient intéressés à aller à Ayoun. Je leur ai dit, si vous êtes 20, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions?